Salut, c'est Adam. N'oubliez pas de souscrire. Dans la première histoire, nous découvrons Longtrelly, un royaume où le roi et la reine résident heureusement. Ils sont aimés du peuple pour leur nature bienveillante et désintéressée, presque comme des personnages de contes de fées. Cependant, il y a un petit problème, la reine a une maladie rare qui l'empêche de mettre au monde des enfants. Malgré les efforts du roi pour trouver un remède par divers moyens, y compris l'aide de médecins et des rituels coûteux, son état reste non diagnostiqué. En conséquence, la reine sombre dans un état de dépression et devient de plus en plus agressive, s'engageant dans des disputes et affichant un comportement enfantin. Elle ne sait pas encore que sa vie est sur le point de subir un changement dramatique. Une nuit, un homme mystérieux vêtu d'une robe noire arrive au château, affirmant avoir la capacité de guérir la reine. Cela surprend le couple royal, et le roi questionne avec colère la sincérité de l'homme. En réponse, l'homme mystérieux révèle que la reine peut effectivement avoir un enfant, mais cela nécessitera que le roi traverse des épreuves significatives et endure potentiellement de la douleur. L'homme explique qu'il utilise sa vaste connaissance de la nature pour guérir les gens. Il souligne l'importance de maintenir un équilibre dans la nature, affirmant que si quelqu'un désire une nouvelle vie, il doit sacrifier une autre. Intrigués et horrifiés, le roi et la reine acceptent à contre-séance, poussés par leur désespoir. L'homme mystérieux révèle alors le processus inhabituel pour le remède. Il explique que la clé réside dans le cœur d'un monstre marin, que le roi doit localiser, abattre et extraire le cœur. Le cœur sera ensuite préparé par une femme chaste et non mariée avant d'être donné à la reine pour consommation. L'homme mystérieux reste convaincu que cette solution résoudra le problème d'infertilité de la reine. Le lendemain, le roi se lance dans sa quête pour localiser le monstre marin. Il le découvre dans une rivière voisine, attend patiemment qu'il s'endorme, et entre furtivement dans l'eau pour initier son attaque. D'un coup de sabre rapide, il transperce les organes vitaux de la créature, mais pas sans subir une lutte violente qui le laisse gravement blessé. Finalement, la bête est tuée, et le roi parvient à extraire son cœur avant de succomber à ses blessures. Malgré son sacrifice, la reine prend le cœur dans l'espoir qu'il mènera à la réalisation de leur désir d'avoir un enfant. Dans la scène suivante, une jeune fille pure et non mariée est découverte au château, et elle est sélectionnée pour préparer le cœur du monstre marin. Cependant, pendant le processus de cuisson, elle ressent des sensations étranges et devient soudainement enceinte. Lorsque la reine consomme le cœur préparé, elle aussi devient enceinte, apportant espoir et joie dans tout le royaume. 9 mois plus tard, les deux femmes accouchent simultanément de leur fils, comme s'ils étaient jumeaux. La reine nomme son fils Elias, tandis que le fils de la jeune fille est appelé Jonah. Avec le passage des années, les garçons grandissent et mûrissent, leurs cheveux conservant une teinte blanche distincte, symbole de leur héritage de monstres marins. Ils partagent un lien profond et indestructible d'amitié, capable même de respirer sous l'eau, comme les poissons. Cependant, la reine n'apprécie pas qu'Elias passe du temps avec Jonah, le fils de la jeune fille. Elle gronde sans cesse Elias, l'exhortant à trouver de meilleurs compagnons, mais il ignore ses supplications. Frustrée par le manque de conformité, la reine avertit la jeune fille de garder son fils éloigné d'Elias, menaçant tous deux d'expulsion du royaume s'ils ne se conforment pas. Malgré l'avertissement sévère, les garçons continuent à se rencontrer en secret. Dans un acte de malice, ils décident de faire une farce à la reine, Jonah se déguisant en Elias et prétendant être son fils. Malheureusement, leur ruse est rapidement découverte, et en conséquence, la reine bannit Jonah du royaume comme punition. Dévasté, Elias tente désespérément d'empêcher le départ de Jonah, mais ses efforts s'avèrent infructueux. Avant de se séparer, Jonah utilise son couteau pour couper un arbre, permettant à de l'eau propre de s'écouler. Il assure à Elias que tant que l'eau reste pure, il sera en sécurité. Les deux amis se disent adieu avec des cœurs lourds, promettant de se retrouver bientôt. À partir de ce jour, Elias vérifie régulièrement l'arbre. Pendant les premières semaines, rien de notable ne se produit. Cependant, l'eau devient soudainement rouge, signalant un danger. Reconnaissant que Jonah est en péril, Elias quitte le royaume sans informer sa mère. Après des jours de recherche incessante, Elias arrive chez Jonah.
Jonah a épousé une belle jeune femme qui prend Elias pour son mari, l'accueillant chaleureusement. Lorsqu'Elias révèle sa véritable identité, elle se fâche. La femme informe Elias que Jonah est parti profondément dans la forêt il y a 5 jours et n'est pas revenu. Inquiet pour le bien-être de son meilleur ami, Elias se met immédiatement en route pour le retrouver. Pendant ce temps, avec son fils unique disparu, la reine rend une nouvelle visite à l'homme mystérieux, demandant son aide. Encore une fois, il lui informe que pour obtenir une vie, elle doit en sacrifier une. N'ayant pas d'autre option, elle accepte à contre-séur les conditions. Pendant ce temps, Jonah se retrouve bloqué dans une sombre grotte, blessé et effrayé. Il est révélé qu'une créature volante le poursuit. Juste au moment où il semble que Jonah est sur le point de rencontrer sa fin, Elias arrive et combat vaillamment la créature avec son épée. Il parvient à tuer la créature, montrant son courage et sa bravoure. Cependant, un retournement de situation surprenant se déroule alors qu'il devient évident que la créature n'était autre que la propre mère d'Elias. Elle s'est sacrifiée pour protéger son fils. Dans la scène finale, Elias et Jonah retournent au royaume, et Elias prend le trône, prêt à guider son peuple vers une nouvelle ère. Par la suite, le film passe à la deuxième histoire, nous présentant un roi extrêmement libidineux et arrogant. Il se livre au plaisir des femmes et de l'alcool, indifférent à l'état de son royaume. La seule chose qui manque à sa vie est une épouse aimante, une perspective qui devrait être facilement réalisable compte tenu de son immense pouvoir et de sa richesse. Le récit nous présente 2 sœurs âgées qui vivent près du palais. Malgré leur âge avancé et leur mode de vie solitaire, leur voix reste remarquablement jeune et mélodieuse. L'une des sœurs, Dora, est rusée et égoïste, tandis que l'autre, Ima, est honnête et sincère. Elles quittent rarement leur maison et ont choisi de rester célibataires, apparemment contentes de leur existence isolée. Un matin, alors que Dora chante, le roi entend sa voix envoûtante et tombe instantanément amoureux. Il est captivé par son chant comme jamais auparavant. Intrigué, il se rend chez elle, espérant la voir en personne. Cependant, lorsque le roi frappe à leur porte, les sœurs paniquent, craignant que leur apparence réelle ne soit révélée. Dans la précipitation, elles trouvent une excuse, et Dora demande au roi de revenir dans une semaine, affirmant qu'elle serait plus à l'aise à ce moment-là. Enchanté par sa voix une fois de plus, le roi accepte avec empressement. Dans les jours précédant la visite du roi, Dora et Ima travaillent sans relâche pour rendre leurs mains jeunes et belles. Dora essaie divers remèdes à base de plantes pour cacher les rides, mais en vain. Ima, cependant, adopte une approche différente. Elle garde son doigt dans sa bouche pendant plusieurs jours, le rendant jeune et impeccable. Lorsque le roi arrive comme prévu, Dora présente nerveusement le doigt d'Ima comme étant le sien, espérant tromper le roi. À sa grande surprise, le roi est complètement séduit par le doigt jeune et exquis, croyant avoir trouvé son véritable amour. Cependant, les sœurs ne sont pas encore hors de danger. Si le roi découvre la vérité, elles feront face à de graves conséquences. Pour atténuer le risque, Dora propose une condition au roi, elle ne sera avec lui qu'en totale obscurité. Acceptant ces termes, le roi accepte de continuer. Dans la scène suivante, Ima tente de raffermir le corps de Dora avec de la colle, dans le but de lui redonner une apparence jeune. À minuit, un garde du palais arrive dans l'obscurité et emmène Dora. Inconscient de la tromperie, le roi passe une nuit passionnée avec elle. Cependant, au matin, lorsque la vérité est révélée, le roi réagit avec colère et ordonne à ses gardes de jeter Dora par la fenêtre. Heureusement, la chance lui sourit et elle survit à la chute, se retrouvant coincée dans un arbre. Finalement, un phénomène magique se produit. Une sorcière approche Dora et lance un sort, la transformant en une jeune femme éblouissante avec des cheveux ondoyants. Le lendemain, alors que le roi chasse dans les bois, il rencontre la version éblouissante de Dora et est envoûté par sa beauté. Encore une fois, il croit avoir trouvé son véritable amour et la ramène au château, ayant l'intention de faire d'elle sa reine. Le jour du mariage, Ima est également invitée et est stupéfaite de voir sa sœur rajeunie. Curieuse, elle demande à Dora comment une telle transformation a été possible, à quoi Dora répond en plaisantant qu'elle a simplement enlevé sa vieille peau. Tragiquement, Ima prend ses paroles au pied de la lettre et se rend chez un forgeron, offrant sa propre peau en échange d'un collier. Le forgeron accepte volontiers et procède à la procédure macabre dans les bois. Ima retourne au château, ensanglantée et faible.
Malheureusement, ses blessures s'avèrent fatales, et elle décède. Le bonheur de Dora est de courte durée alors que la magie commence à s'estomper, la faisant progressivement revenir à son état âgé initial. Craignant d'autres complications, elle fuit son propre mariage et disparaît, pour ne plus jamais être vue. Dans la troisième histoire, le roi adopte un comportement étrange et enfantin. Ayant perdu sa femme depuis longtemps, sa fille non mariée est la seule famille qui lui reste. Cependant, il ne l'aime pas vraiment. Un jour, le roi remarque un insecte parasitaire se nourrissant de sa main, mais au lieu de l'écraser, il le laisse continuer. Il va jusqu'à garder la créature dans une boîte en verre et à la nourrir avec son propre sang chaque jour. Avec le temps, l'insecte devient plus grand et plus menaçant. Le roi est complètement absorbé par sa présence, négligeant le bien-être de sa fille. Cependant, un jour, le parasite chéri tombe malade et meurt. Dévasté par la perte, le roi décide enfin de marier sa fille, Violet. Il organise une grande compétition, annonçant que le vainqueur aura l'honneur d'épouser la princesse. Bien que Violet soit à la fois excitée et anxieuse, car elle espérait trouver l'amour selon ses propres termes, elle accepte de participer, et la nouvelle se répand dans tout le royaume. Étonnamment, le roi expose la peau de l'insecte mort dans son palais et déclare que celui qui pourra deviner correctement le nom de l'insecte sera le gagnant. Le palais est envahi par des centaines de prétendants espérant gagner la main de la princesse. Cependant, personne ne possède la sagesse nécessaire pour deviner le nom de l'insecte mystérieux. Frustré par le manque de succès, le roi craint que sa fille ne reste jamais mariée. Alors que tout espoir semble perdu, un invité inattendu arrive. Un ogre apparaît au château et devine correctement le nom de l'insecte. Bien que Violet se rende compte qu'elle doit épouser cette créature hideuse, elle envisage initialement un acte tragique. Pourtant, son père parvient à la calmer et à la convaincre de procéder au mariage. L'ogre emmène Violet dans sa grotte montagneuse, où elle est enfermée et ne reçoit que de la viande crue. Cependant, un jour, pendant que l'ogre est parti à la chasse, Violet aperçoit une femme sur une montagne voisine et ressent un éclat d'espoir. Elle partage son désespoir et implore la femme de l'aider. La femme promet de revenir avec des renforts. Fidèle à sa parole, la femme revient le lendemain avec sa famille, sauvant Violet avec succès. Mais pendant leur fuite, l'ogre vengeur les rattrape et élimine brutalement chaque membre de la famille de la femme. Il emmène ensuite Violet dans une autre grotte, où il l'embrasse passionnément. Profitant d'un moment de distraction, Violet sort un couteau et met fin à la vie de l'ogre une fois pour toutes. Dans la scène finale, Violet, ensanglantée, revient au château, tenant la tête de l'ogre dans sa main. La vue terrifie tout le monde, y compris le roi, qui tombe à genoux, demandant pardon. Violet déclare simplement « Voici le mari que vous avez choisi » et s'effondre en larmes. L'histoire se termine avec Violet couronnée reine du royaume. Si vous êtes intéressé par ce genre de film, veuillez passer à la vidéo suivante à l'écran et partagez également vos réflexions sur ce film dans les commentaires. Mettez un « j'aime » et abonnez-vous. Au revoir.